Gloire à Dieu au plus haut des cieux, dimanche 18 septembre 2022. Il sonne 13h, passé de 36 minutes ici à la paroisse Bon Berger de la télévision deuxième. C'est la même heure qu'il sonne à Gando et à Nano dans la préfecture de Loti. Même heure également à Tchawanda dans la ville de Sokodé. C'est bien l'heure de la messe. Comme vous le savez, la messe médiatique à laquelle je vous sais très nombreux et vous souhaite une cordiale et patriotique bienvenue. 4 chapitres initialement prévus et une annonce phare. La messe sera dite par 2 confrères, comme d'habitude. Jacques Jacouti à gauche, journaliste, analyste que vous connaissez très bien. Il est en passe même pour être le consultant permanent de cette émission, à qui je vous prie de m'aider à souhaiter une cordiale et surtout patriotique et confraternelle bienvenue. Merci Eric. Nous saluons nos téléspectateurs et téléspectatrices et souhaitons bon appétit pour ceux qui sont à table. Grande est ma joie de partager le plateau de cet après-midi avec notre consoeur Ambrosine. C'est la première fois et j'ose croire que avec les annonces des 10 points que le chef de l'État a fait également à la population est en train de se concrétiser sur le plateau de la TV2. Donc c'est-à-dire que surprise. La deuxième invitée, sinon le deuxième invité, puisqu'il s'agit de la neutralité, c'est bien comme le président Jacques l'a dit, une surprise, comme c'est la semaine des surprises, Jacques, une surprise très agréable d'ailleurs. C'est Ambroise Mémédé, première dame, directrice de publication ou directrice générale de la première d'une agence de communication, un site en ligne. Elle est donc la première dame que nous accueillons et pour la première fois également dans cette émission, une dame sur ce plateau dans cette messe depuis 16 ans déjà. Elle est directrice de publication, sinon directrice générale de l'un des premiers sites d'information au Togo, à savoir l'agence Savoir News. Bonjour madame, mais attention, il y en a qui n'acceptent pas quand on les appelle. Madame, je ne sais pas si... c'est avec plaisir. Madame, mademoiselle, maman et tout. Bon, tout à fait. Pourvu que ce soit moi que vous désignez. Tout à fait, c'est tout. Eh bien, merci beaucoup pour l'accueil. Merci à mon aîné, le président Jacques Jacouti, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, lecteurs abonnés de l'agence Savoir News, je vous salue chaleureusement. C'est un plaisir de partager ce plateau, de savoir que vous nous suivez également. Comme il a dit, je suis Ambroise Mémédé, directrice de l'agence Savoir News qui existe depuis 2009. Merci de vous être extirpé de votre repos et surtout de vos multiples tâches de ménage pour répondre à notre invitation, car je sais que les week-ends, tout comme Jacques le sait également, que les week-ends ne sont pas de tout repos pour les femmes et surtout, et de surcroît, les dimanches. Hein? C'est très bien. Techniquement, je suis accompagné par le duo habituel, Machi, très fidèle à ces 2 caméras, et Ibrahim au cadrage, et de l'autre côté pour nous distribuer à travers le monde entier, à travers les canaux divers, notamment YouTube, Facebook et sur l'antenne locale pour ceux qui sont à Lomé et ses environs. Merci de nous accompagner dans cette émission, dans ce rendez-vous. Le premier chapitre, Jacques, de cet évangile nous amène à Palimé,
où le chef de l'État et son gouvernement au grand complet se sont retrouvés pour évaluer la feuille de route 2025, de près ou de loin. La presse en ligne ou écrite l'a suivi et voici son commentaire. Évaluer les actions prioritaires de la feuille de route du gouvernement, secteur par secteur, c'était la préoccupation au menu du deuxième séminaire gouvernemental tenu à Kwalimé cette semaine, informe Togo Presse. C'était en présence du chef de l'État, Faure Essozinna Gnassingbé, comme le journal le précise. Les infrastructures routières, la santé, l'urbanisme, voilà entre autres secteurs qui ont été passés au peigne fin par les séminaristes, comme le précise Vision d'Afrique et le libéral. Il s'agissait de s'assurer de la mise en exécution effective de ces programmes en vue de mieux répondre aux attentes et besoins des populations, avait relevé le chef de l'État dans un tweet relayé par le libéral. À ce propos, justement, souligne le messager, le président de la République, Faure Essozinna Gnassingbé, aurait salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route 2020-2025 et aurait insisté de continuer à apporter aux populations des solutions pragmatiques en adéquation avec le contexte socio-économique et sécuritaire. Selon Gazelle Info, la multiplication de ces séminaires témoigne de la détermination de l'exécutif de mettre en œuvre et de manière efficace les projets et réformes inscrits. Instruction aurait été donnée au cours de cette rencontre d'accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires comme on peut le lire dans Écho du pays. Selon Ouattara les vainqueurs, la promotion du bien-être des populations était la principale préoccupation de Faure et de ses ministres à Kwalimé. Il faut accélérer les projets prioritaires. Martel Flambeau qui exprime la préoccupation du chef de l'État, car, conclut chronique de la semaine, le chef de l'État a invité ses ministres à accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires dégagés au cours du séminaire qui a pris fin mardi. Voilà, mon président, c'est la deuxième fois que l'exécutif se réunit pour s'auto-évaluer. Pour s'auto-évaluer de la première évaluation à la deuxième. Qu'avez-vous relevé en termes d'exécution de la feuille? Vous savez, ce qui est plus d'abord intéressant, c'est le fait que le gouvernement se retrouve souvent pour évaluer les projets. Il est de bon ton que lorsque vous êtes par exemple dans un groupe, vous êtes dans une association et que vous pilotez par exemple certains projets, c'est une très bonne chose de se retrouver pour évaluer le parcours de ces projets. Les projets déjà exécutés, les projets par exemple amis ou bien les projets qui sont totalement exécutés. Je crois que avec ce séminaire gouvernemental de temps en temps qui s'organise un peu à l'intérieur du pays, je crois qu'il faut quand même féliciter l'ensemble du gouvernement parce que plus vous êtes ensemble, chacun, c'est-à-dire que chaque ministre vient avec sa feuille de route, il expose ça devant ses collègues ministres. Ce qui est sûr, il y aura certains également qui auront des remarques, des contributions de gauche à droite qui pourront par exemple aider ces secteurs-là à pouvoir s'améliorer sur certains points. Au cours de ce séminaire gouvernemental, il était question d'évaluer par exemple la feuille de route sur la construction des routes. Il y a également d'autres projets qui étaient l'électrification un peu partout. Je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Surtout l'aspect des routes. Je crois qu'ils ont touché du doigt ce qui a été du côté de Kwalimé par rapport à la construction des routes qui se font dans cette localité. Et ce qui est plus intéressant, c'est que
ils ont pris l'axe Lomé jusqu'à Palimé. Donc ils pourront un peu évaluer également la construction de cette voie-là, parce que vous savez, la voie est en construction. Et Bouma est en train de faire un travail extraordinaire de Lomé jusqu'à Palimé. Et presque toute la vue de Palimé, c'est lui qui a bouclé la vue de Palimé par rapport à la construction de ces routes. Je crois que c'est une très bonne évaluation. C'est des séminaires qu'il faut quand même pérenniser. Et ce que je pourrais demander au gouvernement, c'est souvent d'associer par exemple les acteurs hors gouvernement, c'est-à-dire que les acteurs qui ne sont pas du gouvernement. C'est-à-dire quand on parle par exemple des routes, prenez l'axe par exemple Lomé-Palimé et Ségbé vers la douane, la frontière du Ghana. Je crois qu'on pouvait quand même prendre des acteurs comme ça, on pouvait les piquer à la volée. Et au cours, par exemple, de ce séminaire-là, on peut leur donner la parole. Pour qu'ils relèvent les difficultés. Parce que vous savez, tant que vous êtes ministre, il y a des choses que vous ne pourrez pas dire devant le chef. Vous échapper. Et vous ne pouvez pas aussi le dire devant le chef, parce que vous aurez peur qu'en disant ça, le chef va se fâcher, ou bien le chef va dire mais pourquoi ici? Mais c'est des choses qui aident quand même. Quand vous prenez des personnes extra et vous les mettez dans des groupes, ça peut vous aider dans l'auto-évaluation par rapport au travail que vous êtes en train de faire. Et le plus intéressant, c'est que il faut de temps en temps, même nous, il faut qu'on s'auto-évalue. C'est-à-dire que le travail que vous êtes en train de faire, il faut vous évaluer pour voir est-ce que ce que vous êtes en train de faire, est-ce que ça marche? Et ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut changer? Dans chaque être humain, il faudrait à un moment donné qu'on puisse faire quand même des évaluations. Donc je crois que c'est une bonne stratégie depuis un certain temps que le gouvernement a adopté. L'autre aspect maintenant, c'est que vous voyez, quand ils se retrouvent comme ça, nous constatons que souvent c'est sous les tentes qu'ils font ce genre de séminaire. Il faudrait une grande réflexion. Elle a dit que quand ils vont dans ces localités, pensez à construire des infrastructures d'accueil qui puissent de rencontres. Parce que moi j'étais un peu surpris et qu'on puisse construire encore une tente à Palimé pour abriter ce séminaire. Parce qu'on sait, c'est une vieille ville touristique. Il y a un grand hôtel le 30 août. J'étais vraiment quand même surpris. Il y a un autre aussi, hôtel Cristal, qui rivalise avec le 30 août. J'étais surpris qu'on puisse encore construire une tente dans cette localité-là pour ce séminaire. Donc je crois qu'il faudrait que des réflexions se mènent. Lorsque par exemple le gouvernement veut aller faire un séminaire quelque part, qu'on puisse à leur départ, peut-être ou à leur arrivée, qu'on puisse avoir quand même les infrastructures dignes de ce nom. Capitaliser quelque chose. Quand ils partent, on sait que vraiment c'est un truc qu'on peut pérenniser, qu'on peut entretenir pour les prochaines occasions. Ça tombe dans de très bonnes oreilles. Ambroisine, disons que le gouverner autrement de votre sœur mère, c'est Toméga Dogbé, est en train de faire son bonhomme de chemin. Une deuxième fois, un séminaire gouvernemental. On n'a jamais vu ça depuis les années 90 jusqu'à présent. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Quand c'est bien, il faut le dire. Cette descente sur le terrain qui a permis au ministre de constater de visu ce qui est fait. Vous savez, c'est une délégation de pouvoir. On n'a pas tout le temps d'aller sur le terrain quand on délègue le pouvoir. Et donc, cette sortie n'est que salutaire en tout cas. Et quand on parle de ministre qui descend dans une localité, vous voyez toute l'émulation qu'il y a autour. Et ça montre aussi à la population qu'elle est concernée et qu'elle est prise en compte. Il y a une sorte d'inclusivité et qui est quelque chose à saluer. Et ces rencontres permettent également de voir, de constater réellement de visu ce qui se passe, ce qu'on a pu faire, ce qui reste à faire et pourquoi pas restructurer certains projets qui ont du plan d'haleine et s'enquérir également de certaines choses dont on n'était pas au courant, comme l'a dit le président. Donc c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose. Et comme vous l'avez tous signalé, ce n'est pas sous des tentes qu'il faut faire. C'est le moment de voir que réellement on manque d'infrastructures d'accueil à l'intérieur du pays. Il n'y a pas qu'à Lomé que des rencontres puissent se tenir, également à l'intérieur. Et le tourisme, quelque part, c'est quelque chose qu'il faut penser, investir dans ce domaine-là pour permettre à chaque localité de pouvoir valablement accueillir ses autorités. Et si nous saluons
cette descente vers Palimé. Nous devons également dire qu'il faut maintenant penser à ce que prochainement, qu'il y ait des infrastructures capables de les accueillir. Plutôt que ce soit toujours les tentes qui les accueillent. Voilà, et donc moi je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est des descentes qu'il faut faire et ça permet de donner de l'entrain à ce qui se fait déjà, montrer à la population qu'elle est concernée et aussi valoriser les mets locaux parce que quand vous allez dans un hôtel à l'intérieur, c'est pas pour aller manger que de la salade et c'est aussi pour donner de la valeur aux mets locaux, permettre aux structures qui sont dans ce domaine-là, ne serait-ce que de renflouer un peu leur caisse. Et donc, c'est tout à fait louable, je peux le dire. Hein. Oui, et Ambroisine, du premier conseil, de la première rencontre entre le gouvernement et le chef de l'État, oui, à Accra, et de la deuxième, qu'est-ce qui a évolué selon vous sur le plan de la feuille de route? Je pense que fondamentalement, côté infrastructure, c'est ce que nous voyons. Côté infrastructure, il y a eu des... Moi je quittais Palimé, j'allais à Palimé quand le convoi s'est croisé. Donc je pense avec tout ce qu'il y a eu sur ce qu'il y a actuellement, ce qui se fait actuellement sont des choses qu'on ne peut pas dire qu'on ne voit pas. Et donc c'est des choses à saluer. Je pense que dans le domaine également de l'accès à l'eau potable, les choses sont faites. Et cette rencontre-là a également permis de voir, de rencontrer ou de discuter avec des investisseurs locaux également. Donc c'est des choses à saluer de façon globale. Très bien, des choses à saluer de façon globale, mon président. Ne fut-il pas mieux qu'au moins après la première heure, l'exécutif évalue l'exécutif? C'est comme si on dit Jacques évalue Jacques, Eric évalue Eric, et puis Ambroisine évalue Ambroisine. Et ça s'arrête là. Comment trouvez-vous cela, que quelqu'un s'évalue lui-même et que ça s'arrête là? Ne fut-il pas mieux qu'au moins après la première auto-évaluation que l'Assemblée nationale, qui est censée contrôler l'action gouvernementale, en fit autant? Oui, vous savez, avec ce séminaire gouvernemental, comme je le disais tout à l'heure, vous savez, celui qui a commencé, par exemple, ce genre de choses, c'était l'ancien Premier ministre Humbo qui est parti. Oui. Vous savez, Humbo, lui, notait même les ministres. Hein. Il les notait, c'est-à-dire, il y a des ministres qui n'avaient pas souvent de bonnes notes. Je me rappelle une fois, on avait publié ce genre de notes dans la presse, ce n'était pas du tout facile. Vous voyez, donc c'est-à-dire que en acceptant qu'on vous évalue, comme je le disais tout à l'heure, c'est une très bonne chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez au cours primaire, souvent on était là, l'inspecteur souvent vient, il évalue l'enseignant. Je ne sais pas si ça se fait. Oui, ça se fait. Ça d'accord, ok, au cours primaire ça se fait. Il y a des visites. Voilà, des inspecteurs qui viennent, voilà, pour évaluer les enseignants. Je suis passé par là 3 fois, 5 fois. Voilà. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Et après le passage de l'inspecteur, franchement, on sent un changement de manière de faire et de travailler. Voilà, parce que quand vous êtes là, on a parlé tout à l'heure des infrastructures. Et prenons le cas des routes qui sont en construction. Oui. Si un ministre, par exemple, de la localité, le ministre pourra dire, mais écoutez, bon, madame la ministre, vous avez dit ceci par rapport aux routes, mais cette route-là, il y a ci et ça. Et ça peut vraiment aider le ministre en charge de ce domaine de pouvoir souvent corriger ces aspects. Et surtout quand les uns et les autres des ministres font leur bilan et le jeu est éloquent et qu'on voit pratiquement sur le terrain, d'autres qui n'ont pas pu réaliser dans ce sentier interpellé. Ah, bien sûr, c'est vraiment c'est un bon exercice, hein, c'est un bon exercice, c'est un exercice auquel il faut quand même s'adapter. C'est vrai que certains, vous savez, il y a certains qui ne supportent pas la critique, hein, il y a certains qui ne supportent pas la critique, mais ce qui est plus intéressant, quand vous êtes par exemple devant votre chef
et on vous critique, mais même si vous êtes mécontent, vous n'allez pas le manifester parce que le chef est assis. Ah oui. Ouais. Donc je crois que c'est vraiment un bon exercice qu'il faut quand même toujours continuer par faire, et ça peut aider, comme je le disais, par rapport au projet, parce que vous savez, il y a certains, c'est sur papier qu'ils exécutent certains projets, mais en réalité quand vous allez, ces projets ne sont pas exécutés sur le terrain. Ah, pas du tout. Il y a certains projets. Et on vient faire le compte rendu. Le compte rendu tout est fait, alors que cela n'a pas été fait. Vous voyez, moi ça me rappelle l'histoire du CHU Sylvanus Olympio, où on avait dit au chef de l'État quand il allait inaugurer en pompe un scanner qui était installé, mais vous avez vu finalement ce que ça a donné. Il ne s'est pas déplacé parce que quelque part, l'appareil qu'on a acheté pour le CHU Sylvanus Olympio, ce n'était pas du tout un appareil, c'était une pacotille. Ouais, donc c'est des choses, lorsque vraiment on a cette volonté d'être évalué, je vous dis que c'est des choses qui marchent. Ça marche très bien parce que là, on sait que ce côté-là, ça n'a pas marché, mais l'autre côté, ça a marché. Quand vous retournez, par exemple, avec vos directeurs et autres, et l'ensemble du personnel, et par exemple, le ministre fait le compte rendu. Quand j'y étais, voilà ce qui a été dit par rapport à ce projet, voilà ce qui a été dit par rapport à ci. Je crois qu'avec les collaborateurs, c'est des choses qui se corrigent et on avance. Moi, je crois qu'il faudrait que cela continue. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement, journalistes, tous acteurs que nous sommes. Il faut que de temps en temps... Les directeurs de société, les responsables, les chefs de service... Voilà, il faut de temps en temps, avec le personnel, qu'on se retire, et avec les sociétés, qu'on demande au personnel, bon, dites-nous comment la société... Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Nous allons rentrer dans la fin de l'année. Il faudrait que chacun se donne même, Eric, toi et ta femme et tes enfants, pourquoi pas? Vous pouvez le faire. Tu appelles tes enfants et ta femme, bon, vous dites, bon, voilà, en tant que... 6 ans, 6 mois, depuis en tant que votre papa, en tant que votre mari, que chacun dit ce qu'on pense de papa, et que madame aussi dit qu'elle pense de son mari, et vous voyez, c'est une société effectivement qui marche lorsque le monsieur sait ce que la femme n'aime pas, et la femme sait également ce que le monsieur n'aime pas, et les enfants également ça, vous voyez qu'on arrive à se corriger, et ça c'est l'harmonie. Voilà, justement. Roland, je le disais tantôt, c'est l'exécutif qui a Ambroisine, pardon, je vous confonds souvent avec voilà. L'exécutif a évalué l'exécutif. On dit souvent qu'on ne peut pas danser et s'apprécier. Bon, les gens, il y a l'Assemblée nationale qui est là pour contrôler l'action gouvernementale. Mais est-ce que, au moins après la première rencontre, est-ce qu'il ne serait pas bien que l'Assemblée nationale également, que ce soit collectivement ou individuellement, convoque ou invite certains ministres pour au moins présenter au peuple, puisqu'ils sont des élus du peuple, ce qu'ils ont pu faire de la feuille de route jusqu'à présent? Alors, si cela n'a pas été fait, c'est le moment de le dire. Et bon, je vais d'abord dire que le fait d'aller sur le terrain, c'est d'abord la marque d'une volonté de bien faire les choses, de faire le point de l'étape à laquelle nous sommes, à cette étape-là, qu'est-ce qui ne marche pas, pour qu'on puisse corriger à temps, pour qu'on n'aille pas découvrir après que bien on a posé des pavés, il y a eu des crevasses, il y a eu des endroits où le projet n'est pas bien exécuté, qu'il faille rallonger encore le délai d'achèvement et tout. Et donc c'est cette volonté-là qui est à saluer. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas danser et s'apprécier soi-même, c'est clair. C'est clair, il faut des gens pour dire qu'effectivement, et je pense qu'ils ont pris bonne note, et je pense que d'ici là, on pourra se rendre compte de ce qui est du résultat, du résumé, l'essence même de ce qui s'est passé là-bas, de ce qu'on peut retenir, de ce qui ne va pas et ce qu'on peut toujours encourager. Vous savez, quand sur un terrain de travail ou un lieu de travail, vous avez ceux qui vous ont
assignés à la tâche qui viennent vous rencontrer, ça vous donne une autre énergie, ça vous donne de l'élan et ça vous encourage à mieux faire. Je suis sûre que les travaux, les chantiers visités et les choses ont marché, bien marché jusque-là, et que ce qui n'a pas marché également, bonne note a été prise et compte rendu sera fait, et qu'ils ont également, les ministres à divers niveaux, bénéficié des conseils du chef de l'État et pour faire mieux faire. Et d'ici là, l'Assemblée va également se prononcer. Et voilà ce que je peux dire. Et je pense que cela se fera. Très bien. Nous l'espérons quelques heures avant, mon président, cette rencontre. Quelques heures donc avant cette rencontre, c'est le Conseil national, le Conseil du dialogue social qui a eu lieu à Lomé. Il était question au cours de cette rencontre pour celui-ci de réfléchir sur les conditions de vie et de travail des populations en ces temps de vie difficiles et de mort facile. Là également, la presse a tendu ses oreilles et voici ce qu'elle a entendu. Le gouvernement réaffirme sa volonté d'écoute, de dialogue face aux doléances des travailleurs. C'était au cours de la réunion du Conseil national du dialogue social tenue le 9 septembre 2022, comme on l'apprend du journal Nouvelle Opinion. C'est le ministre Badji Lembayena Bawara qui a réaffirmé la volonté d'écoute du gouvernement, relayée par Méga Info. La vie chère, la santé et la rentrée scolaire auraient été les aspects minutieusement scrutés par les parties prenantes appelées à œuvrer pour l'apaisement social. Le gouvernement compte améliorer davantage les conditions de vie des Togolais. Promesse faite par le gouvernement au cours de cette réunion partagée par la dépêche. Et justement, souligne le libéral, la vie chère aurait été au centre des échanges. Bawara réaffirme la volonté du gouvernement à dialoguer, martèle le messager, idem d'Anwara les vainqueurs, pour qui le gouvernement serait déterminé à préserver le climat d'apaisement social ou apaisement du climat social. Selon Flambeau, seul le relèvement du SMIG peut être une solution à la dégradation du pouvoir d'achat des Togolais. Décidément, mon président, les autorités ne veulent laisser aucun trou où la mer, où la misère plutôt ne passe et repasse. La preuve, aussitôt après ces deux rencontres, voici le résultat. 10 bonnes mesures pour soulager le peuple. La régie. Communiqué de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans le souci permanent de veiller au bien-être de toutes les couches sociales de la population togolaise, en liaison avec l'axe 1 de la feuille de route qui vise à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix. Tenant compte de la hausse du niveau général des prix à la consommation, qui n'épargne aucun pays, après consultation des acteurs sociaux, soucieux de préserver le pouvoir d'achat des ménages en général et de protéger les couches les plus vulnérables en particulier, conformément à mon engagement de ne laisser aucun Togolais de côté, je décide des mesures suivantes d'application immédiate. 1. Augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et des pensions de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires
et les retraités du secteur public, soit un montant annuel de 22,5 milliards de francs CFA. 2. Revalorisation additionnelle de 5% de la pension de retraite pour tous les retraités du secteur public, civil et militaire, et du secteur privé. 3. Indemnité mensuelle de transport de 10 000 francs CFA à titre exceptionnel pour chaque fonctionnaire de l'État, payable hors bulletin, pour faire face à la hausse des frais de déplacement par ces temps difficiles, soit un coût budgétaire annuel de 8,8 milliards de francs CFA. 4. Gratification du reliquat de l'avance sur salaire consenti en janvier 2022 aux fonctionnaires et retraités sur les 8 mois restants à rembourser, soit 7,1 milliards de francs CFA, afin de leur permettre de faire face à la rentrée scolaire et à la cherté de la vie. 5. Gratification spéciale de 3 milliards de francs CFA par transfert monétaire direct au profit des parents d'élèves pour l'achat des fournitures scolaires. 6. Subvention de 2,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition des manuels d'écriture et de lecture pour les élèves de l'enseignement primaire. 7. Augmentation de la subvention pour les engrais de 6 milliards de francs CFA pour la porter à 7,5 milliards de francs CFA afin de permettre de stabiliser les prix tout au long de la campagne 2021-2022 au profit de nos agriculteurs. 8. Dotation additionnelle de la subvention aux produits pétroliers de 30 milliards de francs CFA pour la porter à 37,8 milliards de francs CFA afin de poursuivre le soutien de l'État à la flambée des prix des produits pétroliers induit par la situation géopolitique au plan international et la hausse du cours du dollar. 9. Dotation additionnelle de la subvention au gaz domestique de 7,7 milliards de francs CFA pour la porter à 9,3 milliards de francs CFA afin de continuer à soutenir les ménages. 10. Poursuite de l'application des mesures fiscales prises en faveur du secteur privé dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Enfin, j'ai instruit le gouvernement à veiller à l'accélération et à l'aboutissement rapide des discussions avec les partenaires sociaux et le secteur privé en vue de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC. J'exhorte nos concitoyennes et nos concitoyens à plus d'ardeur au travail, à la solidarité et au renforcement de la cohésion sociale par ces temps de crise, afin de relever ensemble le défi du développement inclusif de notre pays. Fait à Lomé le 16 septembre 2022, signé Son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé. Voilà, Président Jacques, disons que c'est la plus grosse surprise du siècle, hein? Et on est tenté de dire que c'est le plus gros cadeau également du siècle. Oui, bon, vous savez, félicitations au gouvernement et au président de la République pour ces mesures, parce qu'il faut reconnaître que on était presque noyés. Ça, il faut le reconnaître, on était presque noyés. Et avec ces mesures,
nous espérons qu'au moins la tête va commencer par sortir de l'eau en attendant les autres membres. Parce que vraiment, il faut reconnaître que c'était un peu difficile, insoutenable pour les populations que nous sommes. Il est vrai, on nous parle de l'indice, on nous parle également des subventions, parce que ce que nous attendons, nous, par exemple, tout ce qui a été dit, nous du privé, il faut reconnaître que ce qui pourra nous aider, peut-être c'est le fait de diminuer. On a parlé de la subvention du prix du carburant, on a parlé de la subvention du gaz. Je crois que c'est ça seulement qui peut nous concerner, parce que les autres choses, il faut reconnaître que ça c'est pour le public, ceux qui travaillent avec ceux qui sont dans la fonction publique. Et dans la fonction publique également, il faut reconnaître, ce qui est intéressant, c'est que entre-temps, le 13e mois qu'on avait donné, gratifié aux fonctionnaires, c'est vrai que sur ce plateau, on avait demandé si l'État ne pouvait pas carrément supprimer, laisser ça de côté. Finalement, ils ont accepté de le faire. C'est également une très bonne chose. Et au niveau des manuels également scolaires, par rapport à nos élèves, c'est également une très bonne chose. Donc, ce qui reste maintenant à faire dans tout ce qui a été annoncé, effectivement, c'est au niveau des subventions. Subventions au niveau du gaz, subventions au niveau également du pétrole. Et on a parlé également du SMIC au niveau du secteur du privé, et qu'il faudrait que les acteurs rentrent en contact, en discussion avec le secteur, le patronat, pour trouver le juste milieu, pour aider également au niveau du secteur privé à relever un peu le salaire, surtout le SMIC, des fonctionnaires, des agents également qui travaillent dans le secteur privé. Donc je crois que c'est de bonnes mesures. Il faudrait maintenant qu'on puisse les mettre en action. Parce que de toi à moi, Eric, hier, ma compréhension c'était qu'en allant par exemple au niveau des stations d'essence. D'essence aujourd'hui, ou bien le samedi déjà, on allait constater une diminution, mais bon, cela n'a pas été fait. Je crois qu'il faut également une addition au niveau de l'explication par rapport à ce communiqué, parce qu'il y a des zones d'ombre qu'on ne comprend pas, et quand on nous parle même de l'indice au niveau des salaires, c'est des calculs également qu'il faut faire au niveau de la fonction publique. Mais quand même, c'est une très bonne chose. Félicitations au chef de l'État parce que le message a clairement dit qu'il avait pris l'engagement de ne pas laisser aucun Togolais sur le carreau par rapport à la souffrance. Il faudrait aujourd'hui qu'on puisse aller loin parce qu'on souffre, ça il faut le reconnaître. Il y a la souffrance dans le pays. Et quand tu lis un peu le visage des gens, tu sens qu'il y a quand même des problèmes. La rentrée s'annonce très bientôt. C'est un peu compliqué pour les parents, mais avec cette... Des mesures aussi sont prises. Voilà, je crois que c'est vraiment une décision à saluer pour ce que le chef de l'État a fait. Il faudrait aujourd'hui que, comme on a parlé du patronat, que le patronat rentre en discussion avec les partenaires rapidement pour voir également comment aider le secteur privé également à pouvoir relever le SMIC. Justement à ce niveau-là, je pense que c'est là que vraiment ça va être un peu compliqué. Parce que on s'apprête à relever le SMIC alors qu'on sait que l'ancien n'était même pas respecté par toutes. Parce que l'ancien c'était 35 000. Mais il y a des sociétés et des services qui paient ou qui paient moins de 35 000. Il y en a même, surtout quand je prends les écoles privées, il y a des écoles où les enseignants touchent 20 000, voire 15 000, largement en bas du SMIC. Maintenant, qu'on va les soumettre à cette augmentation encore, et je me demande comment cela va se passer, sans oublier également qu'il y a des services ou des sociétés où le personnel non seulement n'est pas payé au SMIC, mais encaisse des mois d'impayés, 5 mois, 6 mois, voire 12 mois d'impayés. Je me demande quand
Bon, il y a Emmanuel Kant qui dit que le chemin de l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que l'intention est bonne, mais dans les faits, ça va être compliqué à ce qu'on fait. À moins que le gouvernement, comme vous l'avez dit, aide les privés à aider leurs employés. C'est la volonté. Hein. S'il y a la volonté, les uns les autres peuvent également s'y mettre. Et vous avez tout. Il y a un autre aspect qu'il faut relever, c'est au niveau des taxes par rapport au secteur privé. Oui. Il faudrait que l'État puisse revoir également la baisse de certaines taxes, c'est-à-dire au niveau des impôts et autres, pour aider effectivement ce secteur. Pour relever leur économie. Oui, parce que quoi qu'on dise, vous savez que Covid a créé beaucoup de problèmes au niveau de tous les secteurs, quoi qu'on dise. Et puis, après tout, la guerre de l'Ukraine et la Russie est venue également se greffer. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que les sociétés, certains également ont mis carrément la clé sur le paillasson et puis sont partis. Il y a des sociétés qui ont fermé, d'autres qui sont là, mais écoutez, on a dû réduire le nombre du personnel parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Donc je crois qu'il faudrait, j'ai aimé la chute du communiqué du chef de l'État qui disait qu'il faut que les acteurs se retrouvent avec le patronat et le gouvernement pour voir comment effectivement soutenir ce secteur privé-là. Parce que ce secteur privé également a besoin vraiment d'être soutenu. Il faut vraiment soutenir également ce secteur privé-là, à aider également le personnel qu'ils emploient également. Roland, ceci mérite une marche de soutien au chef de l'État, comme le disait quelqu'un. Alors, ce que je peux dire, c'est que au moins le chef de l'État a entendu le cri de détresse des populations depuis que nous crions, toi et moi, nous sommes inclus d'ailleurs. Oui, chaque fois dans nos émissions, on n'a jamais cessé d'en parler. La vie chère. Tout est cher, même le piment, tout est cher. Et donc, il était temps. Bon, ça, on se demanderait même pourquoi il fallait attendre jusqu'à ce niveau que les gens aient crié. Et il y en a même qui en sont morts. Et donc, au moins, on sait que le chef d'État a écouté le cri des populations à travers ces mesures qui ont été rendues publiques. Et reste à savoir si ça ne fera pas un effet d'annonce en attendant qu'on ait plus de détails sur ces mesures-là. Bon, je dois dire que la mesure touche à peu près tous les secteurs. Si on peut les catégoriser, je les ai catégorisés, je les ai scindés en 4 catégories, des mesures qui touchent directement les agents de l'État, que ce soit civil ou militaire. Les mesures 1, 2, 3, 4. Bon, je ne vais pas revenir sur lire ces mesures-là. Deuxième catégorie de mesures, toute la population, il s'agit des mesures 6 qui parlent de subventions pour l'achat des manuels scolaires. La mesure 8, dotation aux subventions liées aux produits pétroliers. Et la mesure numéro 9, une dotation de 7,7 milliards concernant la subvention au gaz domestique. Les agriculteurs ne sont pas oubliés. Une dotation de 7,5 milliards. C'est une subvention pour le secteur de l'agriculture. Et la mesure 10 qui concerne le secteur privé. Vous savez, le secteur privé, c'est le plus vaste. Et donc, il y a également la poursuite des mesures fiscales liées à la Covid qui vont continuer. Également, on parle du relèvement de la revalorisation du SMIC qui jusque-là est à 35 000. Et vous savez que quand on parle du SMIC, c'est beaucoup plus le secteur privé. Le ministre de la fonction publique l'a également signifié lors de leur dernière réunion du jeudi dernier. Dans le secteur, dans la fonction publique, les salaires ne sont pas moins de 50 000. Et donc, ce sont des mesures à saluer. Mais quelque part, le citoyen va se demander, mais concrètement, quand on parle de dotation liée au gaz, est-ce que le prix du gaz va diminuer? Est-ce que... C'est la question que les gens me posent dans le quartier tout le temps. Est-ce que le prix du cahier va diminuer? Est-ce que... Et donc, il va falloir peut-être
plus d'explications par rapport à certaines mesures. Par exemple, concernant le gaz, j'ai eu une dotation additionnelle à la subvention au gaz domestique de 7,7 milliards de francs pour porter à 9,3 milliards de francs CFA afin de continuer à soutenir les ménages. Mais les ménages, ils vont vous demander, mais est-ce que le prix du gaz va diminuer? En français, facile. Est-ce que ça va diminuer? Et de combien? Donc, de façon globale, ce sont des mesures à saluer. Quand on parle de mandat social, je pense que c'est également cela et de cela qu'il s'agit. Et vraiment que le patronat et les organisations syndicales donnent la main au gouvernement pour revaloriser le SMIC. Et ce sont des mesures globalement. Et surtout donner les moyens au secteur privé de vraiment honorer ce SMIC-là vis-à-vis de leur personnel. Ces mesures, on sent une volonté manifeste d'être vraiment inclusif dans ces actions, de soulager la population, même on peut dire que c'est un pas, mais c'est déjà positif. Et vivement que cela continue. Parce que c'est pour ça qu'ils sont là. Il ne faut pas qu'on se leurre. Vous élisez des gens pour vous gouverner, vous leur donnez la main pour vous aider à mieux vivre. Et c'est de cela qu'il s'agit, et vivement que cela continue. Aujourd'hui, quand on parle du relèvement de la grille on parle de la valeur indiciaire, il était à, je pense, 115 points, quelque chose. Ça va aller à 127, quelque chose. Les répercussions seront forcément positives sur les salaires, quelque part. Voilà, c'est des mesures. Mon président, tout ça mis l'un dans l'autre, nous avons tous applaudi, mais aujourd'hui, quelle leçon peut-on tirer de cette annonce forte que j'appelle encore surprise du siècle, car les gens souhaitaient cela, certes, mais personne ne s'attendait, et surtout pas à ce moment. Oui, je crois que la première leçon, c'est que le chef de l'État a écouté le cri des populations. Parce qu'il faut reconnaître qu'à un moment donné, c'était insupportable pour les populations. Parce que Eric, si vous avez par exemple une voiture, dans le temps, vous pouvez mettre par exemple 10 000. Ça peut faire au moins 3-4 jours. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas avec 10 000, vous ne pouvez pas faire 2 jours même, vous ne pouvez pas. Et puis, je ne sais pas si aujourd'hui le carburant, je ne sais pas si ça a diminué un peu de valeur. Je ne sais pas. Tu vas mettre 10 000 à la pompe et franchement, l'aiguille ne bouge même pas. Ne bouge pas. Je ne sais pas si les pompistes là, c'est l'air qui nous mettent dedans, on ne sait pas. Franchement, pas là. Ça, il faut reconnaître qu'il y a des... il va falloir qu'on fasse un contrôle là-dessus. Donc, je crois qu'il faut reconnaître qu'à un moment donné, vraiment, c'était difficile. Vous prenez également le prix du gaz. C'était insupportable également pour les ménages. Et ce qui était un peu aberrant, c'est que du moment où on dit que le Togo veut devenir logistique par rapport aux plantes, aux arbres, et qu'on dise encore qu'on a augmenté le prix du gaz, c'était que les gens ne comprenaient pas. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous dites aux gens de planter, au même moment vous dites encore aux gens de couper, parce que vous avez augmenté le prix du gaz. Je crois que c'est des choses aujourd'hui, je crois qu'ils ont, le gouvernement a pris à bras le corps les problèmes et les cris des populations, et finalement, comme tu l'as si bien dit, attendons de voir, parce que ce que nous voulons, quand on dit qu'on a subventionné le gaz, on a subventionné le pétrole, on attend voir que demain, si on va par exemple à la pompe, qu'on nous dise, écoutez, le prix a diminué. Le prix du gaz a diminué. Vous voyez, quand on va pour acheter par exemple un cahier, qu'on nous dise, le prix du cahier a diminué. Mais le hic, c'est que vous savez, quand on parle des cahiers, c'est un parent qui avait déjà acheté un cahier. Aujourd'hui, quand on parle de la diminution, je crois que c'est vrai. Je ne sais pas ce que ça peut encore représenter. Et je voudrais, c'est le lieu d'inviter par exemple le gouvernement. Vous savez, Eric, ce pays, nous avons beaucoup de potentialités dans beaucoup de domaines. Vous prenez par exemple notre Editogo. Vous savez,
Edith Togo peut imprimer les cahiers. Si aujourd'hui l'État dit... Comme ce fut dans le temps. Hein? Oui, si l'État dit par exemple qu'il veut subventionner les cahiers, pourquoi ne pas injecter de l'argent au niveau d'Edith Togo et demander à Edith Togo de produire les cahiers et qu'on mette effectivement à la disposition des populations. Avant Edith Togo, il y avait une société aussi, Togo Texte, ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, vous prenez le cas de l'UNESCO. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de l'UNESCO. Donc je crois qu'il faudrait, quand on parle de subvention des cahiers, il faudrait qu'à long terme, l'État réfléchisse à pouvoir doter Edith Togo des moyens dans les années à venir, même pour éditer les manuels scolaires là. Edith Togo peut également le faire. Pourquoi pas? Edith Togo peut éditer ces manuels-là et mettre à disposition des populations. Parce que quoi qu'on dise, il y a des problèmes. Il y a les problèmes. Si l'État dit même aujourd'hui de diminuer le prix des cahiers, les gens, vous diront, écoutez, moi j'avais acheté mon cahier avant que l'État dise qu'ils vont subventionner. Donc ils ne vont plus accepter. Comme ça s'est passé au niveau des produits pétroliers, des produits vivriers, céréaliers. Mais je crois qu'il faudrait, c'est une très bonne chose, mais il faudrait que l'État puisse avoir un mécanisme. C'est-à-dire que dès qu'on fait par exemple l'annonce que ça soit suivi. Voilà, que ça soit automatique. Il ne faut pas attendre encore des tergiversations pour... Les gens vont profiter pour faire des réajustements. Parce que hier quelqu'un disait que si on n'a pas encore peut-être diminué le prix, c'est parce que l'ancien stock là, l'État attend vider cela avant de pouvoir... Et quand c'est comme ça, vous êtes en train de créer une population qui devient Saint-Thomas. C'est-à-dire que vous pouvez annoncer de bonnes intentions. Mais les gens seront là, ils vont dire, si moi je ne vois pas, je ne vais pas croire. Il faut que j'aille d'abord au niveau de la station d'essence et que j'achète le carburant, comme ils disent que ça a diminué avant que je ne croie. Il faut que j'amène ma bouteille de gaz pour charger le gaz, comme ils disent que ça diminué avant que je ne croie. Donc vous voyez, il faut qu'à la fin les fonctionnaires constatent sur leur virement qu'il y a un petit plus pour qu'ils ne croient. Mais vous, au niveau des fonctionnaires, de la fonction, je ne pense pas que vous aurez des problèmes parce que vous n'êtes même pas nombreux. Quand on parle... c'est dommage. Quand on parle des fonctionnaires de relais, ils ne sont pas nombreux. Au plus, c'est le secteur privé qui absorbe la plus grande partie de ceux qui travaillent dans ce pays. Donc il faudrait que le gouvernement puisse tendre également l'oreille vers le secteur privé, aider ce secteur-là, surtout au niveau des taxes. C'est important. Je vous ai dit tout à l'heure que les sociétés ont fermé, d'autres s'apprêtent à fermer. Il faudrait que l'État fasse un diagnostic avec le patronat pour voir qu'est-ce qui ne va pas avec ce secteur privé là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relever ce secteur privé? C'est très important. C'est important. Plus le secteur privé absorbe une partie de la population et également l'État absorbe une partie, et vous voyez qu'on n'aura pas tellement de... Non, sans le privé, l'État ne vit pas seulement l'État togolais, mais dans tous les pays, c'est ça. Il faut aider le secteur privé. Voilà, décidément, comme je le disais, pour le gaz, ce qui nous a beaucoup surpris et ça nous a vraiment abattu parce que vous savez, beaucoup faisaient des efforts. Et il y a eu des vendeuses même de Coleco qui ont commencé par acheter le gaz pour leur activité et ce prix qui a... cette augmentation qui a été vraiment une surprise. Et à travers ces mesures, en tout cas pour ce qui concerne le gaz, les gens s'attendront à voir sur le terrain est-ce qu'effectivement le gaz va diminuer. Et comme le disait le président, quand on parle de déforestation, de lutte contre la déforestation, et les mesures sont prises, des mesures d'encouragement des gens qui pour reboiser les espaces. On ne comprendrait pas comment est-ce qu'il puisse avoir cette hausse de prix du gaz. J'en parle parce que c'est un point qui m'a personnellement, et j'ai eu beaucoup de réactions par rapport à ça. J'ai d'ailleurs eu à interviewer le ministre de la Communication qui est le porte-parole du gouvernement sur ce sujet-là. Qu'on dise aujourd'hui que le taux de déforestation de notre pays soit dans 5, alors que dans la sous-région, ce taux est de moins de 1%, et aussi en Afrique centrale. Et donc, qu'on sache tout cela et qu'on se lance dans des projets pour encourager le reboisement et qu'en même temps,
que le gaz puisse connaître cette flambée-là. Et effectivement, ça laisse. Il y a vraiment contraste. Hein? Voilà. Et donc, vivement qu'on ressente les impacts sur le terrain. Voilà. Une fois encore, nous disons merci au chef de l'État et à son gouvernement. Vous avez tiré la leçon, c'est que le chef de l'État est à l'écoute de son peuple. Et l'autre leçon qu'on pourrait tirer, c'est qu'effectivement, ça confirme l'idée de ceux qui pensent ou disent que le chef de l'État préfère agir que de parler. Il parle peu, mais il agit. Quand il veut agir, il agit vraiment. C'est vraiment, comme je le disais, la surprise du siècle. Et comme le président l'a dit, nous espérons de voir l'effectivité de toutes ces mesures prises pour le bonheur et le bien-être du peuple togolais. Cette annonce arrive au bon moment, le moment où les parents d'élèves sont en train de se ronger les ongles. D'autres comme moi ont commencé par perdre leurs cheveux à cause de la rentrée scolaire qui avance à grands pas, qui s'annonce très compliquée. Ça également a intéressé la presse et qui nous en parle. Suivez. Rentrée scolaire 2022-2023, le ministre Kokoroko annonce des réformes. Écrit la dépêche qui fait allusion à l'atterrissage de l'approche par compétences APC au lycée et la philosophie en seconde dès cette rentrée. Enseignement, le ministre Kokoroko réajuste les programmes scolaires, renchérit le libéral qui fait allusion aux mêmes réformes. Face au contexte de vie chère dans lequel s'annonce la rentrée, la lanterne se demande qu'est-ce qui attend les Togolais, en l'occurrence les parents d'élèves, faisant allusion au geste de magnanimité fait par le ministre des Enseignements en dressant la liste des fournitures scolaires. Le journal se demande entre soulager la peine aux parents et améliorer leurs conditions de vie, que choisir. Faisant allusion aux réformes, Écho du pays dit que des nouveautés sont attendues dans l'enseignement secondaire à compter de cette rentrée 2022-2023. Chronique de la semaine s'inquiète du manque des lycées publics dans les nouveaux quartiers et trouve que c'est un véritable casse-tête pour les parents. Il cite surtout le cas de la commune d'Agonivé 4. Conscient de cette situation de vie chère dans laquelle la rentrée s'annonce, des bonnes volontés comme un certain Benjamin Larrey a une fois encore fait parler son cœur en offrant des kits scolaires aux meilleurs élèves de la région des Savanes. C'est ce que l'on apprend de nouvelles opinions. Ambrosine, disons qu'il n'est pas aisé d'être parent d'élèves en ce moment, n'est-ce pas? Oui. Pas du tout aisé d'être parent d'élèves. Pas du tout. Cette vie chère nous empêche, je dirais, même de réfléchir. Quand vous avez, par exemple, 4 enfants et que chacun des enfants vous tende la liste des fournitures. Et d'abord, vous vous demandez, est-ce que c'est toujours sur terre donc voilà, c'est assez difficile au marché. Le paquet de cahiers de 100 pages au moins à 1300 et sans compter les manuels scolaires et qui n'ont pas le même prix. Donc c'est assez difficile. Sans compter les frais de collage. Les frais de collage qui ont augmenté également. Qui ont augmenté. Certains sont allés négocier pour un échelonnement sur l'année. Voilà, c'est pas du tout facile. Et c'est pour ça que ces mesures, en tout cas pour la partie qui concerne l'achat des manuels scolaires, est arrivée à point. Mais encore que certains ont déjà acheté, comme le président tout à l'heure. Certains ont déjà acheté. Donc ça reste en tout cas un souci. On a l'impression que tout nous vient de l'Ukraine. Mais
quelque part, quand on pense, quand on sait qu'il y a de notre côté des conditions qui permettront en tout cas à ce que la rentrée se déroule de façon aisée, on se dit au moins ça. Le ministre, lors de la dernière rencontre jeudi du Conseil national de dialogue social, a fait une annonce liée aux enseignants fonctionnaires qui seront au moins 3000 à être recrutés. Pour renforcer l'effectif. Voilà, cette rencontre qui s'est focalisée sur la santé et l'éducation avec un accent pointu sur l'éducation. Nous sommes la veille des rentrées et on se dit, bon, au moins sur ce côté-là, quand même on peut se soulager un peu. Et aussi les frais d'éducation, les frais liés au fonctionnement seront également débloqués avec la mesure qui concerne la revalorisation du SMIC. On se dit, bon, quelque part, mais quoi qu'on dise. Mon président, non, je crois que pas facile d'être parent d'élève en ce moment. Ambrosine a dit quelque chose d'important. Vous savez, il ne faut pas qu'on mette tout sur la guerre de l'Ukraine. C'est vrai que il faut reconnaître que ce n'est pas le Togo seul. Le monde entier traverse une crise. Ça, il ne faut pas se tromper. Le monde entier traverse une crise aiguë et difficile. Donc il faudrait que chaque parent que nous sommes, et c'est le lieu de féliciter le ministre Kokoroko, parce que aujourd'hui, je ne sais pas Eric, tu te rappelles, nous quand on était enfants, quand vous portez votre sac, vous prenez souvent, vous voyez, c'est les parents qui achetaient le riz. C'est les sacs de riz là qu'on prenait, on met la boîte, c'est la dose qu'on mettait dedans, et puis on s'en va, on revient toute une année. C'est le sac là que vous avez, le petit sac de riz de 5 kilos là, vous mettez votre ardoise et peut-être un cahier dedans, et puis c'est fini, vous allez vous revenir. Mais depuis un certain temps, nous avons constaté qu'avec nos enfants, mais quand nos enfants portent leur sac pour aller à l'école, c'est comme si c'est les militaires qui sont en guerre. C'est-à-dire que tellement le sac pèse, tellement les cahiers, les livres, mais avec ce que le ministre Kokoroko... Oui, il a décidé de mettre fin à... Justement, je crois que vraiment ça va également soulager les parents sur vraiment ce côté et aider les parents à savoir maintenant quels sont les cahiers qu'il faut acheter à nos enfants. L'autre aspect, il a touché certains programmes au niveau du 4e, 3e et même au niveau du lycée aussi. Je crois que c'est avec l'introduction de la philosophie en seconde. C'est de bonnes réformes qui vont effectivement aider nos enfants. Je voudrais vraiment encourager le ministre Kokoroko à continuer, surtout qu'on puisse avoir également les élèves, nos enfants, lorsqu'ils vont sortir, au lieu de vouloir chercher le gros sac, ce qu'il faut faire que l'enfant déjà ait une notion de ça. Quand je quitte l'école, ce que je peux faire. Moi, j'ai connu des enfants dans ce pays qui sont forts. Je vous dis, Eric, quand vous leur remettez votre portable, de reparer un petit comme ça, vite fait, ils le font. Vous voyez, donc c'est des enfants comme c'est des parents. Il faut commencer par orienter les enfants là vers ce que l'enfant déjà sait faire. Et l'autre aspect, pour encourager les parents, c'est vrai, toutes les séries sont bonnes, mais il faut quand même orienter les enfants à faire souvent des séries scientifiques. Prenez la série D qui ouvre beaucoup de portes aux enfants. Il faut que, parents que nous sommes, n'attendons pas que tout vienne quand même de l'État. Ce n'est pas l'État de nous orienter tout, mais parents que nous sommes, il faudrait également que nous soyons également les gardiens de nos enfants. C'est-à-dire que nous puissions orienter nos enfants également à savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut féliciter les parents de voilà aujourd'hui. J'ai vu comment certains parents se débrouillent. Eric, c'est pas possible. Des parents qui sont là, qui saignent à envoyer leurs enfants au Maroc, en Tunisie, en France, aux États-Unis, en Afrique, au Canada, pour étudier. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que c'est des parents qui sont conscients, malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré les prêts que les gens font de gauche à droite, les gens veulent vraiment que leurs enfants réussissent. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on se dise, l'investissement que vous êtes en train de faire, c'est demain. C'est-à-dire que ça, il n'y a rien à faire. Demain, vous allez essayer de gagner cela. Donc je crois qu'avec le recrutement également de ces enseignants dont le ministre Bawara a parlé de la fois passée, il faudrait également, Eric, n'attendons pas toujours la veille de la rentrée pour proclamer les résultats. C'est vrai. Ça n'a pas de sens. Vous allez proclamer les résultats.
bon, ce qu'on prend aujourd'hui, il faut avoir quand même un temps il faut les former un peu. Et pour un temps également, ils vont se déplacer. Pour les répartir, ils vont se déplacer pour rejoindre leur poste. Ça, je crois qu'il faudrait quand même accélérer également à ce niveau. On a 2 mois de vacances. Le concours s'est passé depuis février. On attend maintenant, lundi c'est la rentrée. Oui. On va maintenant proclamer le résultat et puis on va... Non, écoute, il faut vraiment à ce niveau-là accélérer souvent la proclamation des résultats, des concours surtout, pour permettre à ceux qu'on affecte dans ces endroits-là de prendre le temps de s'habituer à ce milieu avant que l'école ne démarre. Ok, j'espère que tout ce que nous disons ici passe dans de très belles oreilles. Et le temps qui nous est imparti est terminé, mais j'avais bien voulu qu'on fasse un clin d'œil à la Côte d'Ivoire et au Mali, alors qu'on la croyait en train de s'achever, le bras, sinon on le croyait en train de s'achever, le bras de fer entre la Côte d'Ivoire et le Mali à propos des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali et dont 3 ont été relâchés, prend une nouvelle tournure inquiétante qui risque de plomber les efforts de médiation de Faure Gnassingbé qui pourtant était sur une bonne voie. C'est ce que en tout cas constatent les journaux comme le changement, la lanterne et puis l'intelligent. Jacques, que s'est-il encore réellement passé pour qu'on en arrive à un nouveau revirement de la situation en Côte d'Ivoire, au Mali, entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Non, je crois qu'avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire et le Mali, le président Ouattara avait dit quelque chose qu'il faudrait que et le Mali et la Côte d'Ivoire, que chacun puisse mettre de l'eau dans son Yamakoudi. Il faut mettre de l'eau. Voilà, c'est important. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a besoin du Mali. Le Mali a besoin également de la Côte d'Ivoire. Et je crois que le président Faure Gnassingbé avait bien commencé cette médiation. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est encore passé entre-temps et que Bamako a encore durci le ton pour dire aujourd'hui nous réclamons la libération et que vous puissiez nous livrer certains avant qu'on nous libère. C'est vrai qu'au début de cette affaire, la Côte d'Ivoire avait quand même reconnu certains manquements par rapport à l'envoi de ces soldats, mais à un moment donné, avec la médiation du président Faure Gnassingbé, ça marchait. On a vu au front le ministre Robert Doucet qui allait de gauche à droite, qui revenait. Finalement, ils se sont retrouvés à Lomé ici, et c'est à Lomé ici que les 3 femmes ont été présentées, ont été libérées. Et qu'est-ce qui s'est encore passé entre-temps? Et finalement, on dit encore que la CEDEAO va reprendre le dossier et le dossier sera traité, je crois, c'est la semaine prochaine. Voilà, c'est son l'ONU qui s'ouvre à New York. Donc, je crois que la Côte d'Ivoire a besoin du Mali. Le Mali a besoin de la Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait que vraiment, entre Africains, qu'on puisse trouver effectivement la solution à ce problème. En Brésil. Oui, comme l'a dit le président, et je pense que c'est à l'étape actuelle de cette crise-là, c'est vraiment une façon d'aller un peu en arrière. À la libération de ces 3 soldats, vous savez, ça a été, nous l'avons tous qualifié de victoire d'État pour la médiation, et c'est quelque part aussi une lueur d'espoir pour les parents des soldats qui restaient encore et qui sont encore écroués au Mali. Et donc, moi je pense que les 2 pays, comme l'a dit le président, les 2 pays ont besoin de mettre de l'eau dans leur vin, de laisser la chance à la médiation de suivre son cours pour que nous puissions avoir la paix. Vous savez, dans notre sous-région, avec le terrorisme qui n'a plus de frontières aujourd'hui, on ne sait plus quand ça va frapper et où ça va frapper. Par où ça va passer. Nous n'en avons pas encore fini avec la Covid. Nous n'en avons pas encore fini avec la Covid, que la crise entre la Russie et l'Ukraine a des répercussions qui vont jusque dans le panier de la ménagère. Est-ce qu'on a encore besoin de ça en Afrique? Est-ce que la sous-région a encore besoin de cette tension qui pourrait se décanter de façon paisible s'il y avait ne serait-ce qu'un peu de volonté? Vivement que ces 2-là laissent la chance à la paix pour qu'on puisse penser le développement de notre sous-région. Et vraiment, parce que quelque part aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie, il y a des Ivoiriens qui vivent au Mali,
il y a des Maliens également qui sont en Côte d'Ivoire. Et cette crise, chacun voit les interprétations qui sont données de part et d'autre. Ça peut avoir des répercussions au sein de la population de chaque côté. Et donc, vivement qu'il y ait la paix, place à la paix pour qu'on puisse penser développement. Que vos appels soient entendus, et c'est sur ces appels que nous mettons fin à la messe de ce dimanche 18 septembre 2022. C'est avec plaisir que les fidèles l'ont suivi avec vous, mon président Jacques Jacouti. Vous êtes journaliste, analyste sociopolitique. Vous avez accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup, Eric. Mémédé Ambroisine, la toute première dame, a passé dans cette messe depuis 16 ans qu'elle s'anime. C'est avec plaisir que nous vous avons reçu et ce sera avec plaisir que nous vous recevrons encore sur ce plateau, suivi d'autres de vos consoeurs. Bien sûr, je profite pour lancer cet appel-là à toute la gente féminine de la presse. Elles ont forcément plus à dire que moi d'aller dans les émissions, faire entendre leur voix, pour qu'on discute de notre cause commune, de ce qui nous concerne, ce qui ne va pas dans notre société. Et c'est comme ça que nous arriverons à améliorer les choses. Merci à l'équipe technique qui a assuré la mise en onde de cette émission, Ibrahim Mati, Quentin Bidola et puis Marguerite Cynthia qui a joué à la réalisation. Bien de choses à vous, bonne fin de semaine. À vous, mon président, bon retour chez vous, sous la protection divine. Ambroisine, bon retour chez vous. Et bien de choses à vos collaborateurs et à vos familles. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Je n'oublie pas de dire, nous n'oublions pas sur ce plateau de dire un grand merci au chef de l'État. Bonne fin de vacances à tous les élèves. Et grand merci au chef de l'État pour son cadeau grand modèle XXL qu'il a offert au pays. Merci à toutes et à tous. On se retrouve dimanche prochain autour de la messe. Passez une excellente fin de semaine.